Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, il y a un vaste sujet, hein. Comment améliorer l'efficience médico-économique des établissements de santé au travers du PMSI? Alors, je suis ravi, avant toute chose, c'est de recevoir une dualité, parce que c'est une dualité ce genre d'équipe, hein. C'est un DIM, c'est une DSI, c'est du personnel soignant. Donc là, on a la chance d'avoir Dr Rouffet, qui est DIM au sein d'un ESPIC, d'avoir M. Sintas, qui est DSI au sein d'un CHU, un établissement pivot d'un GHT de 14 établissements sur 2 départements. Donc c'est assez intéressant d'avoir leur vision croisée. Ce qui va être important aujourd'hui, c'est de comprendre quels sont les leviers en fait concrets pour un DIM et pour un DSI pour valoriser au mieux l'activité. Voilà, donc je vais vous laisser peut-être vous présenter rapidement. Alors Pierre Hertz, je suis médecin DIM sur 2 ESPIC, un qui est sur Paris et un autre qui est sur Strasbourg. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à utiliser les solutions que vous présentez, que vous commercialisez. Voilà, à en voir les bons côtés et puis des côtés qui sont un petit peu moins bons, mais qu'on arrive toujours à améliorer au fil du temps et avec un travail collaboratif. Merci, bonjour, Grégory Santas, donc je suis le directeur des services numériques du GHT Territoire d'Auvergne, avec comme établissement pivot le CHU de Clermont-Ferrand, qui a la particularité, comme l'a dit Jocelyn Paul, de couvrir 2 départements. Il faut que vous le mettiez un petit peu plus près. Ah, pardon. Ouais. Départements ruraux, avec des difficultés d'accès aux soins. Et donc la nécessité d'essayer de répondre à ces difficultés, notamment en proposant des systèmes d'information qui puissent proposer des services numériques pertinents. Okay. Le contexte, l'enjeu pour moi, c'est on a des pratiques qui sont totalement différentes. On a des soignants, ce n'est pas des gens qui sont passionnés par le PMSI, par le codage. On a différents référentiels dans tous les systèmes d'information, qu'ils soient en ESPIC, en privé, en public. Je vais vous demander un petit peu ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est d'avoir votre rétex. C'est comment on fait en sorte que ce genre de projet PMSI, il amène à une juste valorisation du codage. Et comment on amène de l'usage en fait. Et que le PMSI devient un outil de simplification de la facturation pour un bureau des entrées in fine, quoi. Donc le but, il est vraiment là-dedans. La première question, elle va être peut-être pour vous, Monsieur Hertz. C'est quoi votre quotidien en fait en tant que médecin DIM? C'est quoi les principaux freins quand on est médecin DIM, qu'on a des praticiens qui ne sont pas des fans de PMSI, avec des réglementations, le César qui arrive avec un R, tous les sujets qui peuvent arriver, la dialyse, la radiothérapie qui vont arriver bientôt. C'est quoi votre quotidien pour avoir une juste, on va dire, exhaustivité du PMSI pour mieux travailler? Alors, dans les différents établissements où j'interviens, ce que j'essaye de mettre en œuvre, c'est que les praticiens, que ce soit des médecins ou que ce soit des paramédicaux, retournent aux soins. Et donc de les détacher le plus possible de leurs obligations vis-à-vis du PMSI. Avec néanmoins le souci, et ça c'est un frein qu'on rencontre, et je pense que ce n'est pas un scoop sur mes établissements, vous devez également le rencontrer, c'est l'exhaustivité de l'information dans le dossier du patient. Puisque c'est là-dessus qu'on va se permettre de faire la valorisation et que, le cas échéant, l'assurance maladie peut venir vérifier qu'on a bien facturé ce qui était facturable. Alors on a aujourd'hui une grande hétérogénéité dans la tenue des dossiers, que ce soit au sein des établissements en fonction des DPI qui sont utilisés, que ce soit en fonction des praticiens ou des spécialités. On voit qu'on a un certain nombre de solutions qui commencent à arriver, comme par exemple de l'IA pour faire de l'écoute conversationnelle et générer automatiquement des comptes rendus. C'est un vrai pas, c'est un vrai plus, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur codage pour la plus juste valorisation. J'aime bien cette terminologie-là de juste valorisation. J'aime pas trop la revalorisation ou l'optimisation. Ça laisse toujours à penser qu'il y a quelque chose d'un petit peu louche par-dessous. La juste valorisation, c'est quand vous allez chez le garagiste, il va vous facturer l'ensemble des pièces qu'il a utilisées. Sinon, l'année prochaine, il n'est plus là, il aura fait faillite. Là, c'est un petit peu pareil sur un hôpital. On doit facturer l'intégralité de la prise en charge, tous les actes qu'il y a eu, même s'ils n'étaient pas là pour valoriser. Il faut essayer de les mettre le plus possible. Et puis, tous les diagnostics que le patient présentait et qui ont été pris en charge. Voilà. Le deuxième frein qu'on peut avoir, c'est la discordance qu'on peut parfois rencontrer entre la pratique médicale et les modalités de facturation qu'on pourrait avoir. Typiquement, ce qu'on a appelé la circulaire frontière pendant un certain nombre d'années. Est-ce que je fais ma prise en charge en externe ou est-ce que je la fais en HDJ? Oui, mais j'ai une disposition qui me permet de le facturer en HDJ. Donc en fait, il faut aller discuter avec les praticiens et leur faire comprendre ces contraintes-là,
de façon à optimiser le mieux possible leur prise en charge. Voilà. De votre côté, Grégory Sentas, on le disait en intro, enfin en préambule, hein, vous avez un gros GHT, des équipes, on va dire, pluridisciplinaires. Quels sont pour vous les leviers? Parce qu'on va parler beaucoup d'interopérabilité, on parle d'IA, on parle de différents produits. On ne va pas parler de produits d'Edalus, mais vous avez des produits divers et variés, des plateaux techniques qui arrivent. Quel est pour vous vraiment l'élément prépondérant, intéressant à visualiser pour avoir une meilleure exhaustivité de ce PMSI, hein? Je pense que la première problématique, finalement, c'est la multiplicité des outils, c'est l'hétérogénéité des systèmes d'information sur un territoire comme celui du territoire d'Auvergne. Et donc, la capacité de porter un réel programme de convergence qui puisse permettre de mettre en place des solutions logicielles qui soient uniques, qui soient partagées sur le territoire, eh bien, c'est un élément clé dans la capacité de pouvoir amener une transversalité qui puisse permettre d'analyser justement les parcours patients sur le territoire. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui que l'ensemble du territoire soit réuni dans une gouvernance qui puisse permettre de piloter l'évolution du système d'information et donc de venir en soutien de nos parcours et de nos filières sur le territoire. Je pense également qu'il faut également penser à l'évolution du système. On parle beaucoup de relations hôpital-hôpital dans le cadre des GHT, mais il y a également la relation ville-hôpital qu'il faut avoir en tête. Le système d'information, il doit être capable, à terme, d'embrasser le parcours de santé des patients, de pouvoir répondre et soutenir des démarches telles que la responsabilité populationnelle notamment, et donc de pouvoir répondre à une démarche de bascule du cure vers le care. Très bien. Je vais avoir une question pour vous deux, en fait, docteur et monsieur Sentas. Si on avait un vœu pieux, si vous, parce qu'en fait, on se rend bien compte que pour avoir une activité qui est bien valorisée, on a besoin d'un duo DIM-DSI très fort. Le DIM, il arrive, in fine, c'est lui qui a les médicaments, les bilans, toute la pratique médicale, et il a besoin de son DSI pour pouvoir du coup récupérer toutes ces données-là, mais aussi utiliser l'exhaustivité de ces données pour avoir une juste valorisation. Si on avait un vœu pieux, le futur, en étant, on va dire, dans la rêve, la liste des rêves, hein, qu'est-ce qui serait le plus important pour vous comme levier pour améliorer les pratiques d'aujourd'hui, en fait? Donc je vais commencer peut-être docteur, hein, mais... Alors, ce qui nous permet dans la pratique quotidienne d'améliorer cette valorisation et les pratiques, et pour l'améliorer, il y a une question de temps, il y a le délai aussi. Parce qu'avoir la juste valorisation du séjour un an après, finalement, c'est une ligne de crédit qu'on a ouverte. Hein. Et l'argent, ça reste le nerf de la guerre, aussi dans les hôpitaux. Donc en fait, pour maîtriser le temps, il faut maîtriser la chaîne de l'information, le circuit de l'information. Et vous l'avez dit, hein, ça part du médicament, du compte-rendu opératoire, de ce que la diététicienne a fait, la psychologue, etc. Et donc il faut avoir une vision complète et accompagner avec la DSI qui doit aussi comprendre la problématique que l'on a, hein, parce que si la DSI ne comprend pas la problématique du DIM, on ne va pas y arriver. Donc il faut un vrai dialogue avec la DSI de façon à obtenir une maîtrise parfaite, qu'elle soit technique ou qu'elle soit de récupération des informations, d'une manière ou une autre, et des informations qui soient exhaustives et de qualité. Si on a une information qui n'est pas de qualité, on ne va pas pouvoir la facturer correctement. Ça paraît tout simple comme ça en le disant, mais en fait c'est extrêmement compliqué et dans des missions que je mène, je rencontre beaucoup d'établissements où en fait on n'a pas ce dialogue entre les différentes parties prenantes qui sont la pharmacie, le bureau des entrées et autres. Et des fois on n'a pas de dialogue parce que les gens ne veulent pas se parler. Ce qui devient extrêmement problématique. Quand vous ratez une molécule onéreuse à quelques milliers d'euros, ça fait mal. C'est dommage. Donc voilà, dans les leviers, il y a ça, il y a l'harmonisation des pratiques. Très souvent encore, je rencontre des teams qui sont ultra spécialisés dans leur domaine. Puis ben, si un jour elle part en retraite ou si elle démissionne, ben, il n'y a plus personne qui maîtrise le sujet. Donc il faut également processer, industrialiser le mode de fonctionnement du DIM. Et bien évidemment, je ne vais pas renier ce que j'avais écrit en 2008-2009, qui était l'objet d'un travail de thèse, mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de juste valorisation sans un codage centralisé.
avoir un codage décentralisé qui est à la merci des médecins, c'est extrêmement compliqué parce que demander à une team d'aller revoir, ou à un médecin DIM, d'aller revoir le pourquoi du comment d'un diagnostic qui a été posé par un médecin, c'est mission impossible. Voilà. Et c'est une perte de temps. Et je vous l'ai dit, le temps, ça reste de l'argent. Monsieur Saintas, de votre côté, la partie, on va dire, plutôt technique, technologique. Alors, il y a deux choses qui me viennent à l'idée. La première, c'est que pour travailler correctement ensemble, il faut sortir d'une logique, d'une DSI support et basculer vraiment vers une direction des services numériques partenaire des métiers et qui soit créatrice de valeur et qui accompagne les métiers dans la définition de leurs besoins et dans leur appropriation des services numériques. Et ça, c'est ce que vient de décrire le Dr Hetz. La capacité à travailler ensemble, à élaborer les besoins ensemble, elle est clé pour qu'un système d'information devienne réellement un soutien dans la production de l'information médicale. Deuxième élément qui me vient à l'esprit, c'est l'intelligence artificielle. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, elle est là. On est au début de l'histoire de l'intelligence artificielle. On voit déjà le potentiel de valeur que ça peut apporter dans le contrôle qualité, notamment au niveau du DIM, pour sauvegarder du temps de médecin DIM, le recentrer sur des tâches à forte valeur, c'est-à-dire accompagner finalement l'évolution du métier de médecin DIM. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'intelligence artificielle, il faut son adoption doit être raisonnée. On doit garder la main, on doit assurer un principe de garantie humaine et de validation finalement de l'information médicale qui est produite. Et donc ça, c'est quelque chose qui va évoluer dans les années qui arrivent. Sur le contrôle qualité, on le voit arriver aussi un petit peu sur le primo-codage, où là, on va impacter le métier de la team. Et tout cela va nécessiter finalement de réorganiser les processus de production de l'information médicale autour de ces nouveaux outils d'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, elle est totalement dépendante des données que nous allons lui donner en entrée. Et donc, ce qui a été évoqué en début d'entretien, c'est que l'appropriation des outils du système d'information par les métiers, la capacité à fiabiliser les informations et à systématiser la saisie des informations saisies, notamment dans le DPI, va être clé pour avoir un retour qui soit le plus efficient possible au niveau de l'IA sur le DIM. Voilà. Dans ce contexte, vous avez parlé d'hétérogénéité, mais aussi d'homogénéité des données, de continuité de données entre les soins et les différents services. Quels sont les leviers pour superviser toute cette qualité de données en fait, des différents plateaux techniques, du dossier patient? On sait que demain, avec l'IA, en fait, peut-être que le DPI n'existera plus. On aura des briques avec des datas centrales qui seront interrogées, qui permettront un juste codage. C'est quoi les leviers pour vous aujourd'hui pour superviser cette partie interopérabilité de données? Alors, le premier levier, il est dans l'accompagnement et dans la gouvernance. Et je reviens à la relation de partenariat avec les métiers, d'accompagnement et de mise en place d'une démarche qualité, d'une démarche d'amélioration continue au plus près du terrain. Et ça, c'est essentiel. Au CHU de Clermont-Ferrand et sur le territoire d'Auvergne, on sort d'un déploiement de DPI qui a duré plusieurs années. Et aujourd'hui, on fait en sorte de retourner vers les métiers dans une démarche d'amélioration continue, d'appropriation des outils numériques et finalement de systématisation de la saisie des informations médicales. C'est un travail collectif à l'échelle de l'institution et on doit l'accompagner également en mettant en place des outils innovants, probablement de l'intelligence artificielle, pour finalement nous assurer de l'adhésion des médecins, des paramédicaux, faciliter l'accès à l'information, faciliter la saisie de l'information pour avoir finalement un dossier médical exhaustif avec des données justes qui puissent ensuite être valorisées au niveau du DIM, mais également à d'autres fins. Alors, si vous me permettez de compléter, souvenez-vous, lorsqu'on avait des dossiers en papier, finalement, on allait inscrire, le médecin allait dicter son courrier et pour chaque patient, on avait une forme de personnalisation des éléments qui étaient présents dans le dossier et qui reflétaient la réalité de la prise en charge, plus ou moins complète. Avec l'arrivée des DPI, on s'est retrouvé avec des modèles
de compte rendu d'hospitalisation, des modèles de compte rendu opératoire. Et finalement, quand on fait le codage, on a une espèce de lissage uniforme pour l'ensemble des prises en charge qui s'y apparentent peu ou prou. Et on n'a plus cette spécificité pour les patients. Ce qu'on peut attendre, ce qu'on doit attendre de l'arrivée de l'IA, c'est qu'on soit à la croisée des deux. On peut continuer à avoir un certain nombre de modèles, mais il faut que le travail pour le praticien soit extrêmement facilité, de façon à lui permettre de retracer, de retranscrire dans le dossier la spécificité qu'avait le patient quand il l'a pris en charge. Moi, quand je lis des comptes rendus d'hospitalisation, des comptes rendus opératoires, ça me gêne, en fait, que j'ai que le nom et la date de naissance qui changent d'un patient à l'autre. C'est extrêmement ennuyeux. Et si vous êtes un médecin en cabinet et que vous recevez pour 2 patients le même compte rendu opératoire, bon, c'est un petit peu dérangeant. On voit bien ce qu'il y a derrière, hein. Donc il faut justement être en capacité d'aller au-delà. Et c'est ça, pour moi, les apports qu'on doit avoir. C'est l'IA conversationnelle qui va nous générer des comptes rendus qui auront certes la même trame, mais des spécificités qui sont différentes. Sinon, c'est comme quand vous envoyez vos cartes de vœux, hein, c'est la même à tout le monde. Voilà. Ouais, alors, je suis parfaitement d'accord avec vous et je pense qu'il y a aussi un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que l'IA, elle est déjà là. Et qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le shadow IA. Et en réalité, c'est une adoption qui est déjà dans les mœurs aujourd'hui, de tout un chacun, à l'échelle c'est un phénomène sociétal, hein, qui est dans notre quotidien. Et c'est la même chose à l'hôpital. Aujourd'hui, les paramédicaux, les médicaux, ils ont aujourd'hui l'habitude d'accéder à ChatGPT, de l'utiliser dans le contexte de la prise en charge des patients, parce qu'aujourd'hui, l'hôpital et les systèmes d'information n'ont pas encore transformé l'essai et n'ont pas d'alternative institutionnelle à proposer. Et donc, finalement, ce Shadow IA qui est inéluctable, c'est une vague, hein, qui est en train d'arriver. On doit en prendre conscience et on doit être en capacité rapidement de proposer des alternatives souveraines qui nous permettent de maîtriser notamment le sort des données et qui doivent nous permettre également, eh bien, de rentrer dans des processus maîtrisés. Voilà. Et donc, moi, je pense que cet enjeu-là est essentiel et qui doit adresser parallèlement ce que vient d'évoquer le Dr S, c'est-à-dire, eh bien, l'ergonomie que nous allons être en capacité de proposer notamment à nos médecins pour sauvegarder du temps médical et pour faire en sorte que les dossiers médicaux soient tenus de la meilleure des manières. On voit bien la problématique, c'est redonner du temps aux soignants, hein, redonner du temps aux recentrer les soignants et les médicaux sur le patient. Ouais, leur cœur de métier, le patient, l'accompagnement, on le voit au travers de toutes les thématiques. Moi j'ai une question, alors on a une question plutôt d'Edalus en tant qu'éditeur, on va se placer maintenant avec beaucoup d'humilité. Docteur, est-ce que vous avez un retour d'expérience sur peut-être des pratiques que vous avez mises en place pour la mise en place de l'assurance qualité autour du PMSI, avec votre expérience dans différents établissements, hein, vous êtes plutôt côté, on va dire, teinté ESPIC, mais vous êtes un médecin DIM avec cette expérience-là. Donc c'est intéressant pour nous, hein, avec beaucoup d'humilité, d'avoir un petit peu vos retours d'expérience. On verra après avec Grégory pour un retour d'expérience DSN. Alors le PAQ ou PAQR, finalement, ne nous est imposé au niveau des départements d'information médicale qu'avec la certification des comptes, avec les commissaires aux comptes. Sinon, globalement, enfin moi dans ma pratique quotidienne, le PAQ, je l'ouvre une fois par an pour le mettre à jour. Mais pourquoi? Il y a une bonne raison. C'est parce que la composante, tout ce qui fait le PAQ, n'a d'intérêt que si c'est intégré dans votre pratique quotidienne. Et pour l'intégrer dans la pratique quotidienne, il ne faut pas que ce soit une étape mensuelle ou hebdomadaire quand on va faire son envoi pour y retourner. Il faut que ce soit des contrôles qui soient intégrés pour chaque dossier qu'une team ou qu'un médecin DIM va valider. Donc dans la pratique quotidienne, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris tous les contrôles qui étaient pratiqués après les envois ou juste avant les envois et on les a intégrés de façon à ce qu'ils se produisent à chaque fois qu'on allait clôturer le dossier. Donc ils sont faits au fil de l'eau. La conséquence, c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait notre envoi mensuel, on n'a quasiment plus de contrôle, puisqu'ils ont déjà été faits. Et quand on veut faire la clôture annuelle, c'est une clôture comme les clôtures mensuelles, puisqu'il n'y a plus vite, il faut faire tous les contrôles avant d'envoyer, parce qu'on arrive à fin de janvier, c'est pressant.
Moi, j'ai des teams qui prennent des congés au mois de janvier. Ça ne me pose aucun problème dans le fonctionnement du service. L'étape des Landa, alors, vous le savez, je suis un très très gros joueur de Landa. Je suis toujours en contact avec les ARS parce que j'utilise l'option du Landa en permanence. Et ce n'est pas pour faire des contrôles qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est pour faire de nouveaux contrôles qu'on a pu identifier et qui permettent de revaloriser des éléments qui étaient passés sous silence. C'est ça l'objectif. Donc au final, c'est toute l'intégration du PAQ au quotidien. Et finalement, pour compléter, qu'est-ce qu'on va attendre ? La question, elle est là, c'est qu'est-ce que vous attendez de nous aussi ? Qu'est-ce qu'on va attendre d'un éditeur ? C'est un petit peu la règle des A. Alors il faut qu'il soit agile, l'éditeur, parce que vous le voyez, les pratiques, elles changent au fil de l'année. Et on a fait des demandes et 2 mois après, on a une autre demande. Donc il faut qu'il soit agile pour qu'on puisse paramétrer ses contrôles. Il faut qu'il soit en capacité d'anticiper. Parce que anticiper sur les règles qui vont apparaître au niveau national, de la TIH, de la DGOS, au niveau des contrôles de l'assurance maladie, etc. Essayez de monter le micro. Tous ces... Mais je me casse les oreilles quand je monte. Pardon. Donc, tous ces éléments-là, il faut qu'on arrive à les anticiper. Il faut qu'on ait un éditeur qui soit averti. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les startups. Il faut qu'il soit averti, qu'il ait une certaine expérience. Soit c'est l'expérience de l'entreprise, soit c'est l'expérience des hommes qui font l'entreprise. C'est-à-dire qu'un éditeur qui va nous proposer des solutions, mais sans connaître le métier parce qu'il n'a pas de team, il n'a pas de médecin DIM ou il n'a pas de médecin DIM référent pour pouvoir dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est important, ça sert à rien, ça c'est problématique. Il faut que l'éditeur nous permette aussi d'avoir au maximum de l'automatisation. Automatisation dans les contrôles, automatisation dans du codage en masse sur des pratiques qui sont similaires. Quand on a un patient qui revient toutes les semaines pour faire une chimiothérapie, on ne va pas ouvrir chaque dossier les uns après les autres pour les coder. Il faut que ce soit faisable en masse. Et puis on retourne ensuite là où il y a des spécificités. L'automatisation, il ne faut pas que l'éditeur soit artificiel. Il y a déjà l'intelligence artificielle, il ne faut pas qu'il soit artificiel, il faut qu'on ait des vrais hommes derrière. Finalement, que l'éditeur il en soit presque attachant. Et avec toute cette règle de A, si j'y arrive, finalement, on va finir avec les 5 A de l'andouillette. Et là Jocelyn, finalement, j'ai réussi à la placer. Et ça s'appelle, pour un Toulousain, c'est un plaquage cathédrale. C'est ça, exactement. Voilà. C'était le petit challenge. Merci beaucoup, docteur. J'ai fait les deux d'un coup. Normalement, il y a un jingle. Il y a un jingle, normalement. Merci beaucoup, docteur. Grégory, c'est pareil. Moi, on aura la même question. Qu'attendez-vous d'un éditeur ? Vous êtes dans une stratégie numérique. Ça revient avec la table ronde qui était hier sur le stand en disant le DSN dans 5 ans, est-ce que c'est le stratège, l'allié du soignant, l'allié du CME et de la commission médicale. Qu'attendez-vous d'un éditeur, vous, dans votre pilotage de 12 établissements, 14 établissements, 2 départements, par rapport à une cohérence et des choix stratégiques sur un futur, avec des phénomènes, on va dire, géopolitiques, avec plein de choses qui arrivent autour de nous aussi, avec une tutelle qui est souvent dure, délicate avec les finances. Voilà, qu'attendez-vous de nous, quoi ? Je pense que la première chose qu'on attend d'un éditeur à l'échelle d'un territoire ou d'un GHT, c'est que ce soit un partenaire. C'est que ce soit un vrai partenaire, c'est-à-dire qu'il soit en capacité d'écouter, de comprendre le besoin, de construire une stratégie en regardant dans la même direction et en se fixant les mêmes objectifs. Et ensuite, en se donnant les moyens de les atteindre, les objectifs. La deuxième chose qu'on attend, pour moi, qui est essentielle, qu'on attend d'un éditeur, c'est la réactivité et l'agilité. C'est-à-dire savoir s'adapter par rapport aux besoins du GHT, par rapport aux besoins des établissements, faire preuve d'agilité parce que, comme vous venez de le dire, on est dans un écosystème complexe qui est en mouvement perpétuel, aussi bien au niveau de nos tutelles qu'au niveau de notre territoire. Et donc aujourd'hui, on doit être agile, on doit être en capacité de s'adapter. Et l'éditeur, il doit être là pour nous soutenir. La troisième chose qu'on attend d'un éditeur, c'est la fiabilité. C'est la fiabilité, parce que quand on est partenaire, on s'inscrit dans la durée, on s'inscrit dans le temps, et on doit pouvoir compter
sur nos partenaires sur un temps long. Et ça me semble essentiel. Et je pense que si on arrive à réunir toutes ces conditions, on ne sera pas loin du succès. Voilà. Très bien, merci. Moi, j'aurais juste le mot de la fin. Oui, allez-y, docteur. Non ? Oui, je voulais compléter sur qu'est-ce qu'on attend d'un éditeur, parce que souvent dans la vie d'un établissement, on est amené à changer d'éditeur. Et oui. Que ce soit un DPI, que ce soit un logiciel DIM, que ce soit une gamme, c'est pas un projet informatique. C'est un projet en partenariat avec l'informatique. Et donc ça va toucher différents métiers dans l'hôpital. Et donc ce qu'on va attendre de l'éditeur, c'est d'avoir non pas la commercialisation d'une solution, mais qu'on ait la commercialisation d'un projet. C'est un projet qui est mené dans l'établissement. De plus en plus, les établissements vous demandent des ROI. Et c'est justement la construction de ce projet qui permet d'obtenir les ROI. Alors je suis sur un secteur où le ROI il est extrêmement facile à mesurer. Il est beaucoup plus compliqué à mesurer dans d'autres secteurs, mais il reste toujours objectivable. Ça peut être un ROI en euros, il peut être en temps, il peut être en disponibilité, quels que soient les KPI qu'on va utiliser. Le ROI est là et on peut le matérialiser en faisant un projet et pas uniquement une vente de licence. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les projets numériques, ils doivent s'intégrer dans la chaîne de valeur. Ils doivent s'intégrer dans la chaîne de valeur et en réalité, c'est pour ça que à la fois la nécessité d'avoir une gouvernance forte est clé à l'échelle du territoire, gouvernance stratégique qui va permettre de piloter, d'arbitrer, d'exécuter, de superviser l'exécution de la stratégie, mais également la gouvernance opérationnelle parce qu'il faut être tactique, il faut s'assurer de la bonne exécution et de la bonne mise en œuvre des projets. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est clé, c'est finalement la démarche d'amélioration continue qu'on va pouvoir mettre en place en partenariat avec les métiers pour s'assurer justement qu'on s'intègre correctement dans cette chaîne de valeur. En synthèse, vous arrivez vers quoi je voulais arriver, c'est très bien. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut des fois enlever le A. C'est beaucoup d'intelligence. Les projets, c'est de l'humain. Ça reste de l'humain, en fait. On sent bien qu'il y a une relation, on la voit déjà, la relation DIM, DSI, personnel soignant, mais il y a l'éditeur au tiers, au milieu de tout ça. Donc, c'est important. On a une composante qui est très forte. Vous avez parlé de partenariat, vous avez parlé de fiabilité, vous avez parlé d'agilité tous les deux, très longuement. Vous avez beaucoup dit ce mot-là, agilité, donc c'est très intéressant pour nous. C'est important d'avoir ces retours et ces rétextes. Je vous remercie en tout cas pour la qualité, ce qui est important aujourd'hui, de la qualité de cet échange. Voilà, merci encore. Et puis, je pense que demain, peut-être après vos dires, après cette préparation, après même cette table ronde, on ne sera plus éditeur de logiciels, on sera éditeur d'usage, éditeur de cas d'usage, à votre service et en partenariat, avec beaucoup d'agilité, si je dois résumer. Merci. Merci beaucoup. S'il y a des questions, pardon, excusez-moi. Bonjour, je suis Harry Karadimas, médecin DIM du CH Étampes. Pour cette solution, par rapport à ce que vous aviez auparavant, est-ce que vous pourriez, au doigt mouillé, dire en combien de temps vous aurez amorti, on va dire, cet investissement, on va dire, par rapport à l'outil que vous aviez avant, et à ce que ça vous a apporté en gain, en efficience et en qualité? Vous êtes assis. Moins d'un mois. D'accord. Mais c'est une méthode, c'est un projet, c'est pas la solution, c'est le projet qui va autour. C'est ce que vous en faites. Mais si je reproduis ce que j'ai déjà fait par rapport à ce que j'ai actuellement, je vous ai dit, je suis sur 2 établissements, il y en a un où je viens d'arriver. Outre les différentes organisations qui sont déjà mises en place, ce que l'outil peut permettre d'apporter, la vitesse d'un ROI, c'est moins d'un mois pour moi, au fil de l'eau. Et vous êtes à combien de séjours par an à peu près? Il y a 80 000 séjours. 80 000 séjours. Mais moins d'un mois, je vous intègre tout dedans. C'est-à-dire la disponibilité de la donnée, la facilité pour avoir la génération des fichiers à déposer sur Druid, la réduction des délais dans la facturation. Ces jours, il est valorisé à M1, pas à M2.
et j'intègre pas la possibilité de faire du lambda. C'est vraiment sur du fil de l'eau. Et quand je vous dis moins d'un mois, ça représente quoi 1% de valorisation en plus, hein. C'est pas grand-chose. Très bien, merci.